Lundi 14 février 2022, mesdames et messieurs, vous êtes actuellement à l'heure du journal en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, parlons météo pour commencer. La tempête tropicale du Mako qui s'est formée entre Intala et Sainte-Marie dans l'océan Indien atterrira sur nos côtes demain après-midi ou encore ce soir. Des pluies seront attendues dans les lieux de passage de cette tempête tropicale selon le service de la météorologie aujourd'hui. Fanjessina Mireille nous en dit plus. La tempête tropicale qui s'est formée dans l'océan Indien a été baptisée du Mako hier. Son centre a été observé à 634 km au nord-est de Sainte-Marie vers 13 h aujourd'hui. Ses vents ont diminué à 75 km par heure avec des rafales de 105 km par heure. Elle se déplace vers le sud-est avec une vitesse de 24 km par heure selon le service de la météorologie. Elle atterrira sur nos côtes entre Intala et Sainte-Marie demain après-midi ou vers le soir avec une intensité de 65 km par heure. Les pluies s'intensifieront du côté de la région Analandsroof et le Cap Maswal avec un taux de pluviométrie de 150 mm. Les régions Sava, Analandsroof, Thomas 1 et 2 seront en alerte rouge, Diana, Bealanan, Bevanjin, Avarach, Manchsaj, Andilamein, Aparfaravoul, Ambatulazak, Bricaville seront en alerte de vigilance de couleur jaune. Le temps se dégradera de plus en plus tant que les pêcheurs sont priés de ne pas prendre la mer entre Bricaville et Vohemar, selon toujours les précisions de la météorologie aujourd'hui. Parlons toujours météo. Outre la tempête tropicale du Mako, une autre commence à se former également à partir du 16 février selon les prévisions du service de la météorologie. Des nuages orageux commencent à se former dans l'océan Indien selon toujours les explications du service de la météorologie ce jour à 14 h. Cette masse nuageuse se déplace vers l'ouest en apportant des vents d'environ 40 km par heure. Elle poursuivra son déplacement vers l'ouest. Il est encore difficile de prévoir si elle impactera directement l'île, souligne Météo Madagascar. Et dans les actualités de ce jour également, page politique, la démission du ministre de la Justice, Imbik Erlaz, a été approuvée par le président de la République hier. Cette démission fait suite à la propagation sur les réseaux sociaux d'un enregistrement sonore qui fait suspecter des pratiques corruptives dans lesquelles le ministre serait impliqué. C'est Sylvain. Imbik Erlaz a démissionné de son poste de ministre de la Justice malagasy. Selon ce communiqué, la décision a été déposée le vendredi 11 février dernier et acceptée par le président de la République dans le courant du week-end. Selon des sources, ce dernier qui n'a plus assisté au Conseil des ministres ni à celui du gouvernement jeudi dernier. Il aurait démissionné par souci de transparence et pour préserver l'indépendance de la justice dans le déroulement de l'enquête sur cette affaire. En effet, après que ces enregistrements aient circulé sur les réseaux le 5 février, le 9 février dernier, le SSM ou syndicat des magistrats à Madagascar a déclaré vouloir initier une enquête transparente et surtout pour garantir l'indépendance de la justice face à ces enregistrements d'appels téléphoniques. Ainsi, seul le résultat des enquêtes pourra confirmer les faits où le nom d'Imbik Erlaz a été cité. Ce dernier a déjà occupé le poste de secrétaire général du ministère des Ressources stratégiques et des Mines après avoir été secrétaire général du ministère de la Justice. Il a ensuite été nommé sénateur de Madagascar en 2021. Suite à cette démission, c'est la ministre du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales, Gisèle Ranimp, qui assure l'intérim du ministre de la Justice. Actuellement, le ministre de la Justice et celui des Mines et des Ressources stratégiques sont assurés par des intérimaires. Toujours dans cette page politique, les inscriptions au sein de la liste électorale provisoire seront clôturées demain mardi 15 février 2022. Les listes au sein des Fougountans resteront encore ouvertes demain afin que ceux qui viennent d'être majeurs et ceux qui viennent de déménager puissent s'y inscrire. Il est à rappeler que seuls ceux qui sont inscrits dans la liste électorale peuvent bénéficier des avantages y afférents comme participer à l'élection, se présenter en tant que candidat, contrôler le déroulement des élections ou encore être membre d'un bureau de vote. Les membres du bureau central sont descendus dans les Fougountans et des districts
y résoudre d'éventuels problèmes, le but étant d'avoir des élections qui se déroulent dans la sérénité selon la CENI. Par ailleurs, la CENI a remis ce jour au BNGRC des vivres ainsi que la somme de 3 369 000 ariars pour les sinistrés du cyclone Batsrai. 14 février, la fête de la Saint-Valentin, une culture occidentale afin de célébrer l'amour, mais qui est aussi entrée dans les habitudes des pays en développement. D'une manière générale, c'est une opération commerciale et accessoirement de montrer des preuves d'amour. Reportage sur les images de Sej Angenas. Elle, c'est Madame Yen, elle confectionne des bouquets de fleurs. Son commerce a bien marché en cette fête de la Saint-Valentin 2022 comparé à l'année dernière. Pour aujourd'hui seulement, plus de 70 bouquets de fleurs ont été confectionnés pour être révélés aux clients. Le coût de ces bouquets de fleurs varie entre 5 000 ariars et 200 000 ariars selon les commandes des clients. Elle n'a plus accepté de commandes depuis samedi dernier. Pour se préposer à l'emballage de cadeaux à Nalankil, les clients ont été moins nombreux dans la matinée. Ce sont les lingeries qui ont été les plus vendues et qui ont été emballées ici, selon ce commerçant. Pour en revenir à la Saint-Valentin, pour ce couple, cela fait 40 ans qu'ils se sont mariés. Et même s'ils se donnent des preuves d'amour au quotidien, ils marquent cette journée des amoureux. Si l'on se réfère à l'histoire, Valentin est un roman qui vivait au IIIe siècle durant le règne de l'empereur Claude II, qui est célèbre pour sa sévérité. Ce dernier avait du mal à trouver des militaires à enrôler et il croyait que cela était à cause de ceux qui fondaient des familles. Il avait alors interdit le mariage. Mais le prêtre Valentin avait toujours continué d'en bénir. Résultat, on lui a coupé la tête le 14 février. C'est pour cette raison qu'il a été le martyr de l'amour, dont son nom est célébré tous les 14 février. Actuellement, la célébration a évolué et est devenue une fête pour se donner des cadeaux. Ce sont les commerçants qui en tirent le maximum de bénéfices. Dans un tout autre sujet, à présent, partant à Alochamangour, l'État n'a pas oublié la population d'Anosbeanal dans cette région en y apportant des vivres comme le pack Fartins, comme l'a promis le président de la République. Ce district est parmi les victimes des passages des cyclones Anna et Batsrai, des coupures de route entre autres, ce qui a entraîné une hausse des prix. Aniana Martina. La part de Vartine de 7 tonnes pour les habitants d'Anosbeanal, région Alochamangour, est arrivée aujourd'hui. Ce district aura droit à 40 tonnes de Vartine et ces 7 tonnes ne constituent que le premier lot, selon les explications. Anosbeanal est parmi les districts qui ont été les plus touchés par le cyclone Anna et le cyclone Batsrai dernièrement. Les habitants sont en grande difficulté, selon le rapport du député élu dans ce district. Les cultures sont complètement détruites, l'inflation sévit, sans parler du mauvais état des routes. L'État a répondu aux appels de la population et de cette dernière peut enfin bénéficier du riz à un prix abordable, comme l'a promis le chef de l'État. La gendarmerie de Muramang a donné la main pour le transport de ces riz et des suites à la coupure de la route au niveau de Saftan, dont les travaux débuteront cette semaine, selon le ministère des Travaux publics durant sa descente sur les lieux en fin de semaine. Dans les actualités internationales de ce soir, l'assassinat d'Eber Lopez Vasquez, 39 ans, directeur du site d'information Noticia Web, abattu jeudi 10 février dans l'état d'Oaxaca, porte désormais à 5 le nombre de journalistes tués depuis début 2022, contre 7 pour l'ensemble de l'année 2021. France 24. Sa famille et ses amis ont porté son cercueil. Le journaliste mexicain Eber Lopez Vasquez, 39 ans, a été abattu la semaine dernière dans l'état d'Oaxaca, au sud du Mexique. Quelques jours plus tôt, il avait publié des informations sur la corruption dans sa municipalité. Nous demandons justice. Nous, les journalistes, avons besoin d'avoir des garanties pour travailler. Ce qui est arrivé à Eber, ce qu'ils lui ont fait devant sa famille, il ne méritait pas ça et nous non plus. Le phénomène n'est pas nouveau. Eber est le 5e journaliste assassiné depuis le mois de janvier. Parmi eux, Lourdes Maldonado Lopez.
Menacée, elle avait pourtant alerté et demandé de l'aide au gouvernement en 2019. Son pays est considéré comme l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. C'est un pays dans lequel il y a autant de journalistes tués que dans des pays en guerre, alors que c'est un pays supposément en paix. Le principal facteur de violence contre les journalistes, à l'évidence, c'est la corruption, c'est les collusions entre le crime organisé et les politiques locaux. Malgré le mécanisme de protection des journalistes mis en place il y a près de 10 ans par le gouvernement, 7 journalistes ont été tués l'an dernier. Il y en aurait plus de 150 depuis les années 2000. La quasi-totalité de ces crimes reste impunie au Mexique selon Reporters sans frontières. L'ensemble des cortèges français ont convergé en région parisienne sans consigne globale. Une partie des manifestants s'est dirigée vers le nord de la France et Bruxelles, où ils doivent se retrouver aujourd'hui des manifestants de toute l'Europe. France 24 nous en dit plus. Des barrages et des contrôles dans le quartier européen de Bruxelles. Le convoi de la liberté français, inspiré d'une initiative canadienne et décliné en différents cortèges régionaux, est attendu ce lundi dans la capitale belge. Dimanche, des centaines d'automobilistes, parmi lesquels des gilets jaunes, se sont rassemblés avant de prendre le départ pour la Belgique, pour dénoncer le pass vaccinal et le coût de la vie. On est là pour essayer de préserver ce pourquoi ont lutté nos ancêtres, simplement cette liberté de choix. On va dire à l'Europe de se joindre à nous et qu'on veut faire bouger les choses, que le peuple fasse entendre sa voix. Des convois doivent aussi partir des Pays-Bas où des manifestations ont eu lieu ce week-end. Les autorités belges ont pris les devants et annoncé l'interdiction des manifestations dans la capitale. Des contrôles sont prévus aux frontières. On est très attentif à ce qui se passe, à ce qui se prépare, et on est attentif aux grands axes de circulation qui mènent vers Bruxelles. On espère que ça suffira, on appelle vraiment les gens à respecter puisque c'est interdit. La police déconseille aux automobilistes de se rendre dans la capitale belge et sur son périphérique, aux grandes dames des Bruxellois. Ça va être impossible si tout rentre. Si tout rentre partout, qu'est-ce qu'on va faire ? Au cours du week-end, 3000 véhicules et 5000 manifestants ont été recensés autour de Paris. Tous n'ont pas rallié la capitale. Une centaine de véhicules ont pu rejoindre les Champs-Élysées avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène. Les États-Unis considèrent que la Russie pourrait envahir l'Ukraine à tout moment et que l'Europe vit le moment le plus dangereux depuis la fin de la guerre froide il y a 30 ans. Face à cette tension, un véritable carrousel diplomatique a eu lieu pour éviter une escalade et les civils ukrainiens qui habitent à proximité de la frontière avec la Russie se préparent au pire. France 24 nous en dit plus. Monter et charger un fusil d'assaut. En quelques heures, ces civils ukrainiens apprennent le maniement des armes de guerre en cas d'attaque de l'armée russe. Une formation express dispensée par des soldats de la garde nationale ukrainienne. Pourquoi suis-je venue avec mon fils ? On se prépare à toutes les éventualités et je veux qu'il soit prêt. Je suis prête à me défendre. Si quelque chose arrive, je défendrai ma maison, ma ville, mes enfants. Je le ferai et je serai prête au moment venu. La tension est encore montée d'un cran dans la région. Les États-Unis ne cessent d'alerter sur une invasion russe jugée imminente. Au cours des 10 derniers jours, nous avons vu une accélération dramatique de l'avancée des troupes russes qui pourrait à tout moment lancer une offensive militaire. Cela pourrait être cette semaine. Mais bien sûr, l'ordre d'attaquer n'a pas été formellement donné. Et donc on ne peut pas dire à quel moment précis cela pourrait commencer. Mais le dialogue n'est pas rompu. Les échanges téléphoniques se sont multipliés entre dirigeants occidentaux et russes. En témoignent ces appels entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, ou encore entre le président ukrainien et Joe Biden. Olaf Scholz est attendu aujourd'hui à Kiev, avant de rencontrer Vladimir Poutine mardi, pour tenter une nouvelle fois d'éviter un conflit armé. Les discussions diplomatiques se poursuivent, mais jusque-là, elles n'ont pas vraiment permis d'apaiser les tensions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. Très bonne continuation de programme sur notre chaîne. Et n'oubliez pas votre premier film de ce soir, Valentine's Day. Très bonne soirée à tous. Au revoir.